Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour, bienvenue sur LN24 pour une émission spéciale consacrée aux relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Dans un instant, vous allez assister à un documentaire absolument passionnant qui met en lumière la Chine comme premier partenaire commercial de la France hors Union européenne. Qu'en est-il de la Belgique ? Restez bien avec nous, on en discute juste après. Qu'est-ce qui rend la Chine si attrayante pour les entreprises étrangères ? Être présent sur le marché chinois, c'est aussi apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles technologies et les apporter au reste du monde. Ce qui nous rapproche, c'est un engagement commun pour une même cause. La Chine se transforme à travers la mondialisation. Quelles opportunités apporte-t-elle au monde ? Une croissance de 1% en Chine génère une hausse de 0,3% pour les économies qui lui sont liées. Depuis la mise en œuvre de sa politique de réforme et d'ouverture, la Chine est passée au rang de deuxième économie mondiale en quelques décennies. Qu'a-t-elle fait de si efficace ? Chaque pays a le droit de choisir sa propre voie, adaptée à ses conditions spécifiques. Face au changement, quelle direction prendre ? La Chine est unique dans la façon dont elle a traversé les changements. Cette densité de culture en Chine, depuis des millénaires, qu'au fond, rien n'étonne. La prochaine Chine sera toujours la Chine. Bientôt, ce sera le plus grand théâtre immersif du monde. Avec 87 millions d'euros investis, cet espace de plus de 46 000 m² décroche un record Guinness. Derrière ce projet ambitieux, un géant français du tourisme culturel qui fait ses premiers pas hors d'Europe. Depuis des décennies, cette entreprise, à travers ses spectacles, maîtrise l'art de raconter l'histoire européenne. Pourquoi avoir jeté son dévolu sur la Chine cette fois-ci ? Parce que la Chine a ses 5000 ans d'histoire, donc beaucoup de choses à raconter. Une entreprise française prête à plonger dans le chaudron culturel chinois. Saura-t-elle séduire et s'ancrer sur ce marché titanesque ? Cet investissement inédit, à une telle échelle, démontre notre volonté de nous développer durablement en Chine et d'y gérer nos activités à long terme. Percer en Chine exige de décoder sa culture et de surfer sur les vagues du marché. Cette entreprise explore les ponts entre les mondes français et chinois, misant sur une synergie culturelle au cœur de cette terre millénaire. Le spectacle immersif est un mélange d'étonnants de technologie et de talent humain, où son, lumière et électronique se combinent aux performances d'acteurs chevronnés pour offrir une aventure interactive captivante. L'industrie a connu une croissance rapide en Chine, générant près de 20 milliards d'euros en 2023 et avec une prévision de plus de 24 milliards en 2024. Preuve de l'appétit insatiable pour ces expériences. La population des jeunes de 25 à 35, voire même un peu plus jeunes, sont à la demande de revenir un peu sur le spectacle humain. Gilles Ledos dirige la création depuis le siège asiatique du Puy du Fou à Shanghai, où il s'est installé dès son ouverture. Expert en spectacle grande envergure dans les parcs à thème, il se lance dans un nouveau format de spectacle immersif adapté à la demande du marché chinois. Puy du Fou, à l'origine, c'est un parc à thème où on emmène les gens quelque part pendant 2-3 jours. Mais ici, la vitesse est tellement rapide, les gens sont toujours à fond. Donc on a créé ce spectacle-là. Ça aussi, c'est un savoir-faire qu'on a, c'est de pouvoir s'adapter très très rapidement sur les changements pour ne jamais rester en arrière. Vous voyez, celui-ci est plutôt sympa. Si nous pouvons trouver la coloration ou la photo de cette partie. Gilles et son équipe innovent dans leur approche scénique. Ils fusionnent technologie théâtrale française et récits chinois, en phase avec la redécouverte culturelle chinoise en vogue chez les jeunes.
fait, il y a toujours un lien entre la Chine et la France. Et je pense vraiment sincèrement qu'il y a tellement de choses à raconter à propos de l'histoire de la Chine et de ses légendes. On est parti pour quelques années justement d'avoir l'envie de mixer ces deux cultures parce qu'il y a toujours un lien quelque part de poésie. La création exige aussi bien une expertise en histoire de la Chine qu'une compréhension profonde de ses mythes et légendes. C'est pourquoi l'équipe mixte sino-française œuvre main dans la main avec Summer à la direction des costumes et du maquillage, responsable de la conception pour plus de 100 personnages. Nous commençons par l'histoire, puis le scénario, créant ainsi plus d'une centaine d'éléments conceptuels. Ce document se décline en de nombreux détails. Nous discutons également avec les designers en France pour définir le look souhaité sur scène avant de lancer la fabrication des costumes. Pensez-vous que cette couleur lui conviendra pour son style? À l'approche de l'ouverture officielle, Gilles intensifie ses échanges avec Summer, peaufinant les derniers détails créatifs du spectacle. Oui, ça s'harmonisera avec le bas de la robe et l'oiseau. Je trouve que c'est réussi. Ça me plaît beaucoup. Cette couleur est très présente dans la culture chinoise. C'est une teinte traditionnelle qu'on retrouve souvent dans les broderies. Le côté France ayant un peu plus cette expérience technique, on va dire, de montage de la structure du spectacle et technique. Et après qui est nourri par cette équipe chinoise du contenu et des idées. Nous avons soudainement réalisé que notre point commun était de faire toutes les choses avec passion. Nous avons une vision très long terme. Nous avons aussi une multitude de projets en cours. Et nous sommes confiants, après l'ouverture de ce premier projet de Shanghai, de pouvoir stabiliser notre présence ici en Chine. Deux nations millénaires fascinées l'une par l'autre. Leurs valeurs culturelles partagées cimentent la coopération sino-française. La relation économique entre la France et la Chine, c'est une relation historique très lointaine. On voit bien qu'à différentes phases, différents types d'entreprises françaises se sont développées, ont investi, ont prospéré en Chine et ont contribué à ce développement par étapes en suivant finalement le développement économique de la Chine. La conférence ministérielle a adopté. En 2001, la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Certains craignaient un effondrement économique face à la concurrence mondiale. Les industries naissantes allaient-elles être englouties par les capitaux étrangers? La Chine risquait-elle de devenir une simple usine bon marché sans capacité d'innovation? Lorsque la Chine est arrivée dans l'OMC, la Chine est devenue l'usine du monde et donc des entreprises françaises se sont mises à produire en Chine pour le reste du monde, pour alimenter les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, la Chine veut dépasser l'image d'usine du monde. En 2010, elle lance le défi « Passer du Made in China à l'innovation à la chinoise ». L'objectif ? Transformer son industrie par la numérisation et l'innovation, capitalisant sur sa puissance manufacturière. Après les modifications de la centrale de Daya Bay, il faut optimiser le diagramme de flux qui donne une vue d'ensemble du système. Comme mentionné la dernière fois, vous pouvez inclure certaines numérisations des contrôles d'urgence sur le tableau. Cela doit absolument être fait. Dans cette centrale nucléaire du siècle dernier, Peng Chao et son équipe ont mis en œuvre un système de contrôle numérique développé en Chine. L'idée est de remplacer l'analogique par le digital, propulsant l'industrie nucléaire dans l'ère moderne. Le système de contrôle numérique est le cerveau d'une centrale nucléaire. Il orchestre des centaines de systèmes et des milliers d'équipements. Longtemps, il fut le défi ultime de l'industrie nucléaire, un palier crucial à atteindre. Dans le secteur nucléaire, nous n'avons aucune expérience à laquelle nous référer. Aujourd'hui, les contrôles-commandes vont de plus en plus dans ce sens et évidemment c'est une bonne chose. Tous les accidents qui sont arrivés proviennent d'erreurs humaines. Il faut les aider à ne pas faire d'erreurs. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Il y a 40 ans, Hervé Macheneau débarque en Chine comme directeur technique d'EDF
pour construire la centrale de Daya Bay. À l'époque, il lance la coopération nucléaire sino-française, apportant son expérience à une Chine désireuse de l'expertise française de pointe. Et donc il y a vraiment un acte, un contrat de confiance qui s'est établi et qui s'est, je dirais, poursuivi pendant toute l'histoire de Daya Bay. Vous savez, la Chine de 1984, vue de l'Europe, vue d'Occident, c'est terra incognita, c'est un monde inconnu. Et la Chine fait cet acte de confiance en demandant à la France, à EDF, de construire une centrale, et EDF accepte la responsabilité de réaliser cette centrale et d'en assurer la bonne fin. Dans cette centrale nucléaire bâtie il y a plusieurs décennies, le temps semble figé. La sécurité y est une priorité absolue. Chaque détail étant traité avec une extrême prudence. La centrale nucléaire de Daya Bay, en service commercial depuis 1994, célèbre cette année ses 30 ans de fonctionnement sécurisé. La sécurité nucléaire a toujours été notre priorité absolue. D'abord, vérifions la base, puis améliorons la connexion, et enfin, passons en revue l'ensemble du processus. Aujourd'hui, à Daya Bay, une nouvelle génération d'ingénieurs comme Peng Chao s'efforce de révolutionner l'industrie nucléaire. Le système fonctionne, c'est bon, aucun problème. La première conversion numérique du système de contrôle d'1 million de kilowatts dans le nucléaire chinois a marqué une avancée intergénérationnelle. Parti de zéro, ce projet nous a pris environ 10 ans. Dans l'industrie nucléaire, la sécurité est primordiale et toute innovation doit être fiable. Le jumeau numérique permet de construire d'une façon virtuelle les centrales, introduire les équipements et donc organiser le processus de construction qui permet ensuite d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup plus de préfabrication. Et la Chine est dans cette voie, a déjà fait de très très gros efforts dans ce domaine. Cette révision des 30 ans a porté sur de nombreux équipements et systèmes essentiels, avec centaines de projets sans précédent au niveau international. Préparée sur 10 ans, cette approche s'est révélée concluante d'après les résultats actuels. Pour la première phase de Lingao, la modernisation 3D de l'usine, ainsi que les aspects de construction et des procédés techniques de Daya Bay, devraient servir de référence. Voyons si quelqu'un a des commentaires supplémentaires. Il est possible que certaines des armoires soient réutilisées. Ainsi, un scan complet de l'usine pourrait être nécessaire à ce sujet. Cela fait 30 ans que la centrale nucléaire de Daya Bay a été mise en service, témoignant de la coopération sino-française depuis le siècle dernier et aussi du développement technologique de la Chine vers l'avenir. En 2024, la Chine et la France ont signé 15 accords de coopération. Finance, nucléaire, aéronautique, industrie et énergie nouvelle ont été au menu. Le point d'orgue, le groupe chinois CGN et EDF ont signé un protocole pour approfondir leur collaboration nucléaire, ouvrant de nouvelles perspectives énergétiques entre les deux nations. Le modèle de modernisation à la chinoise est assez unique, tout en partageant des caractéristiques communes avec d'autres processus de modernisation. Par exemple, il exige plus d'innovation, un environnement plus ouvert, une valorisation des talents et des politiques cohérentes. Il faut constamment répondre aux normes de vie de la population. La Chine vise plus haut que sa seule transformation. Elle aspire au pic des chaînes de valeur mondiales. Non seulement elle s'affirme dans les énergies vertes et l'industrie de pointe, mais elle continue à attirer les investissements étrangers en recherche et innovation, misant sur l'innovation technologique et de nouveaux modèles d'affaires. En combinant le pouvoir d'achat des consommateurs chinois, la taille du pays, son immense réservoir de talents et en l'intégrant au reste du monde, la Chine devient un grand marché mondial. Les produits conçus sur le marché chinois peuvent-ils réellement séduire le monde? Le défi est lancé.
Mon parcours est un physique et ingénierie optique, et il peut sembler difficile de voir le lien avec l'industrie de la beauté. Pourtant, dans la recherche cosmétique, nous générons énormément de données, et pour les interpréter, des connaissances en mathématiques et en physique sont indispensables. L'équipe de Daniel peaufine son produit phare pour le salon de l'importation. Ce produit s'apprête à conquérir les marchés européens, américains et asiatiques cette année. Je vais augmenter progressivement la température. Peux-tu vérifier son état? Nous apporterons les cheveux au laboratoire pour examiner l'état des cuticules. Pourriez-vous m'aider à mesurer cela? Daniel collabore avec plus de 400 scientifiques chinois, experts en biologie, chimie, physique, informatique et matériaux. Cette équipe pluridisciplinaire fait battre le cœur du centre de recherche et développement de la filiale chinoise du leader mondial de la beauté. En fait, différentes parties d'un même cheveu peuvent être différentes. Sur ce cheveu, on ne voit plus du tout les cuticules. Elles sont toutes endommagées. Celui-ci est beaucoup mieux. Ce géant français a implanté en Chine son plus grand centre de recherche et innovation d'Asie, un pôle technologique et le premier centre d'opération intelligente mondial. Le pays, aux 1,4 milliard d'habitants, offre un triple atout. Consommation dynamique, chaîne d'approvisionnement robuste et vivier de talents innovants multisectoriels. Ce qui attire beaucoup les gens qui viennent nous rejoindre, c'est d'abord cet esprit d'innovation. Aujourd'hui, la Chine est au premier plan, c'est un grand laboratoire du monde. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Chine compte 17 clusters d'innovation parmi les 100 premiers mondiaux. Depuis 5 ans, le trio Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou se maintient au 2e rang mondial. Avec l'émergence d'un écosystème de startups en Chine, nous dialoguerons avec nos partenaires d'innovation sur les difficultés rencontrées dans notre travail et nos technologies. Nous examinerons aussi les opportunités de solutions finales via des collaborations intersectorielles. Daniel et son équipe ont trouvé leur solution à Shenzhen. Comparé à la conduction de chaleur par convection, le rayonnement thermique perd nettement moins d'énergie dans le milieu intermédiaire. S'inspirant du séchage naturel par le soleil et le vent, Matt, fondateur d'une start-up tech à Shenzhen, a brisé un siècle de tradition des sèche-cheveux à air chaud. Il a combiné lumière, air et chaleur pour créer un sèche-cheveux à lumière infrarouge, éco-énergétique qui préserve les cheveux. Sur le marché chinois ultra compétitif, l'efficacité, le soin des cheveux et l'écologie ne suffisent pas. Chaque détail de l'expérience client est crucial pour se démarquer. Voilà des zones de prise en main pour l'insertion et le retrait de l'embout. Le processus de retrait devient plus agréable, car la force exercée est plus confortable. Ces textures ont une petite surface de contact avec la peau, réduisant le risque de brûlure. Nous constations que les consommateurs deviennent de plus en plus experts, notamment les consommateurs chinois, souvent les plus exigeants en matière de cosmétiques. Les entreprises de beauté doivent donc s'adapter aux évolutions du marché et continuer à offrir des produits toujours plus innovants et performants. Il y a 20 ans, quand ce pionnier de la beauté débarquait en Chine, les cosmétiques y étaient encore méconnus. Pourtant, les entrepreneurs visionnaires avaient déjà flairé l'immense potentiel du marché. On a commencé dans un petit appartement avec 10 personnes. C'était en 97, donc c'était peu de temps après l'ouverture de la Chine, même à la cosmétique. Dès le départ, dès ces premières semaines, j'ai senti une vibration particulière à Shanghai. Quand j'arrive en Chine, je vais voir des fournisseurs, différents entrepreneurs, et j'ai vu cette Chine se transformer, ces entreprises se structurer. Aujourd'hui, je vois encore combien la ville a changé, les technologies évoluent, donc je suis très impressionnée par ces changements. Lorsque je suis arrivé en 2007, nous étions très peu nombreux et les équipements étaient limités. Nous passions beaucoup de temps à échanger avec nos collègues du siège pour décider quels équipements importer. Aujourd'hui, chacun possède ses propres compétences, ce qui permet de mieux combiner nos savoirs pour créer des produits innovants. Après validation par le pôle marketing, Daniel pourra enfin présenter le fruit du labeur de son équipe à la conférence de presse du lendemain, 100 jours avant l'exposition internationale des importations. Alors l'environnement commercial chinois est l'un des plus évolutifs du monde. La plupart des modèles de nouveaux commerces, nous la vivons comme
une des avancées les plus profondes dans cette façon d'aborder désormais les consommateurs. C'est un marché qui a été extrêmement porteur pour nous. Alors en même temps, c'est un marché très compétitif. La concurrence est vive et il faut en permanence innover. Des clients exigeants, une concurrence féroce, un écosystème innovant, une chaîne d'approvisionnement robuste, le marché chinois offre un terreau fertile à cette entreprise de cosmétiques portée par l'innovation. Après 6 éditions de l'Expo, je suis maintenant à l'avant-garde, créant ce produit depuis zéro et l'amenant directement de notre laboratoire à la scène de la CIE. Grâce à l'écosystème d'innovation en Chine et à l'importance accordée aux besoins des consommateurs chinois, même pour un produit international, le marché chinois et les équipes de RI locales jouent un rôle clé dès les premières discussions. Les stars UPS chinoises apportent de nombreuses idées et technologies novatrices, nous aidant à concrétiser l'innovation chinoise et à inspirer le monde. L'Oréal est fortement engagé. Nous lançons de nouvelles marques, des innovations, de nouvelles technologies. C'est une formidable opportunité et un témoignage de notre confiance en la Chine et de notre volonté d'y investir durablement. Toute cette augmentation de la productivité de l'économie chinoise, liée à l'innovation principalement, créera plus de valeur ajoutée, donc plus de marge pour les entreprises, et c'est ces marges dans les entreprises qui permettront une meilleure redistribution, et à la fin de la chaîne, des salaires plus élevés pour les employés et une consommation plus importante. C'est ça la nouvelle histoire de la Chine. La quête des consommateurs pour une vie meilleure incite les entreprises et les individus à élever leur qualité de vie. La Chine d'aujourd'hui aspire à des modes de vie variés et sains. Pour les acteurs internationaux, surfer sur cette vague justifie tous les risques, même dans les secteurs d'investissement les plus audacieux. Nous avons été les pionniers sur le marché du fromage et nous avons pensé que, évidemment, il y aurait un grand potentiel en Chine. L'économie chinoise continue de croître de manière stable et cette grande dynamique d'époque nous offre un marché des biens de consommation encore plus vaste, devenant ainsi un moteur clé pour le développement de notre secteur. Ce groupe fromager français réussira-t-il l'impensable, bousculer des millénaires de traditions culinaires chinoises et faire adopter le fromage au foyer du pays ? Essayons de boucler l'expérience en 1 heure. J'ai fait mes études de licence et de master dans des domaines liés à l'alimentation, mais avant de rejoindre l'entreprise, je n'avais jamais goûté de fromage. La première fois, c'était lors de mon entretien avec la société. Nous avons visité l'atelier et j'ai goûté du cheddar pour la première fois. Je l'ai trouvé un peu amer et salé, et honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé. À l'époque, je pensais que ces saveurs ne correspondaient pas au goût des consommateurs chinois. Le fromage, c'est le concentré du lait avec des vitamines, du calcium, des protéines. Donc évidemment, ça intéresserait déjà les Chinois sur les qualités nutritionnelles des produits. Et puis ensuite, il fallait qu'ils adoptent le goût. J'ai ensuite appris à connaître presque toutes les variétés de fromage. J'ai pris le temps de les découvrir, de les comprendre, et à force, j'ai évolué vers la création de produits à base de fromage. Luo Ti, experte fromagère, transforme des laits d'excellence mondiaux en produits séduisant les palais chinois. Sa cible, les jeunes, qui sont les principaux aventuriers gustatifs et la clé pour percer le marché. Nous avons conçu un produit pour les jeunes qui leur sert de porte d'entrée vers le monde du fromage, avec une texture aérienne qui donne l'impression d'être sur un nuage. Je pense qu'il peut vraiment apporter de la joie aux consommateurs. Tendance de fond qui est peut-être plus spécifique à la Chine, se faire plaisir. En anglais, on dit le dopamine diet. Manger pour avoir de l'indulgence. Le marché chinois est très dynamique et très ouvert, avec des consommateurs prêts à explorer de nouveaux modes de vie. Les jeunes Chinois innovent.
De la crème et du fromage agrémentent désormais leur thé et café. Les pâtisseries traditionnelles s'enrichissent de nouveaux ingrédients. Le fromage, réinventé à la chinoise, apporte une touche de plaisir à leur quotidien. Le marché fromager chinois s'emballe. En 2023, 75 marques ont lancé plus de 120 nouveautés. Face à cette concurrence acharnée, Luoti doit innover rapidement pour séduire un public plus large. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à notre formule actuelle. La texture est onctueuse, avec un goût prononcé de fromage frais. Luoti et son équipe savourent leur succès. Un fromage à bâtonnet, créé en 2006 pour les enfants chinois qui a conquis le marché. Nous avons récemment développé une version améliorée du fromage à bâtonnet, fabriqué à partir de fromage frais, portant la teneur en fromage à environ 51%. Cela correspond mieux aux attentes des consommateurs en matière de nutrition de qualité. Les retours des consommateurs sur le goût sont plutôt positifs. Nous pensons qu'il y a des opportunités d'amélioration, notamment en renforçant les éléments nutritionnels. Pourrions-nous les intégrer dans nos produits à base de fromage? La texture est onctueuse, avec un goût prononcé de fromage frais. Nous avons déjà mené des études préliminaires et sommes en phase de test pour en évaluer la faisabilité. Je pense qu'il sera possible de l'intégrer à l'avenir. Il faut vraiment combiner les besoins des mamans et des enfants, puis les intégrer pleinement dans ce produit. Ce produit est en développement depuis 13 mois. En tenant compte des retours du département marketing cet après-midi, nous pourrons l'essayer le mois prochain. J'ai vraiment hâte. Après tout, nos produits sont comme nos propres enfants. Les Chinois, tout âge confondu, privilégient désormais une nutrition équilibrée et une alimentation saine. Luoti y voit la clé pour séduire une clientèle massive. C'est un processus de dépassement constant. Et je trouve cela vraiment formidable. Je remarque que certaines personnes âgées consomment également du fromage à bâtonnet. En achetant ces fromages pour leurs petits-enfants, elles les essaient aussi. Ainsi, notre public cible se diversifie continuellement. Je pense que s'il y a une chose à savoir sur la Chine, c'est que le changement est la seule constante. Comparé à d'autres marchés, la Chine est unique dans la façon dont elle a vécu ces transformations. Nous les avons adoptés de manière très positive et nous sommes plus adaptatifs et résilients face à ces changements. La tradition culinaire millénaire chinoise n'est pas figée. Le marché chinois transforme l'impossible en possible. Aujourd'hui, la Chine domine la production et la consommation de fromage en Asie. Sa croissance annuelle double, récompensant les entreprises audacieuses. Je crois qu'à l'avenir, son public continuera de s'élargir, augmentant ainsi la demande. Il ne sera plus seulement un encas isolé, mais s'intégrera davantage dans la vie quotidienne. En avril 2023, le dispositif de la ferme française à la table chinoise est lancé pour faciliter l'exportation des produits français. En novembre, lors de l'exposition internationale d'importation chinoise, plus de 40 entreprises agroalimentaires françaises rencontrent les acheteurs locaux. En 2023, les importations chinoises de produits agricoles français s'élèvent à 61,1 milliards d'euros. À ce jour, environ 200 produits agricoles français sont autorisés en Chine, avec près de 7000 entreprises enregistrées. Je pense que l'ère du fromage ne fait que débuter et que son âge d'or est encore à venir. Quelle que soit l'évolution des besoins des consommateurs, les maîtres mots resteront bien-être et quête d'une expérience de vie plus significative. En 60 ans de relations diplomatiques, le commerce entre la Chine et la France a été multiplié par 800, atteignant 78,9 milliards de dollars en 2023. La Chine est le premier partenaire commercial de la France hors Union européenne, avec plus de 2000 entreprises françaises en Chine. Je pense qu'il y a une propension naturelle, compte tenu de l'histoire de ces deux pays, compte tenu de la proximité sur beaucoup de sujets entre la France et la Chine. Face au changement, la communication et la coopération permettent de trouver des aspirations communes et des avantages complémentaires.
Et c'est là que réside le consensus entre ces deux grandes nations, représentantes des cultures de l'Est et de l'Ouest. La Chine est un marché dont la seule constance est le changement. C'est ce qu'on a pu entendre dans le documentaire. Mais finalement, qu'en est-il des possibilités pour nos entreprises belges d'exporter sur le marché chinois ? Eh bien, ces possibilités, elles existent bel et bien grâce à la CIIE, l'exposition internationale d'importation en Chine, qui a lieu en ce moment même à Shanghai. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Monsieur De Witt. Bienvenue, vous êtes président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Merci d'être avec nous. Avec nous également Madame Wu Menggu. Bienvenue, vous êtes journaliste pour la CGTN française. Merci d'être avec nous. Monsieur Patrick Neyss, ancien ambassadeur de Belgique en Chine. Bienvenue. Et enfin, Monsieur Zhao Yongsheng. Alors, Monsieur Yongsheng, vous êtes professeur de finance et directeur du Centre d'études francophones de l'Université du commerce international et d'économie. Et vous êtes également directeur de thèse à l'Université de la Sorbonne. Bienvenue, merci d'être avec nous. Madame Menggu, j'ai une première question. Pour que nos téléspectateurs comprennent l'ampleur de la CIIE, l'exposition internationale d'importation en Chine, quel est le contexte de création de l'exposition et son importance pour la Chine ? Bonjour Anne. Bonjour. Alors, l'exposition internationale d'importation de la Chine, connue sous le nom de CIIE, a été organisée pour la première fois en 2018. Et depuis lors, cet événement a lieu chaque année en novembre à Shanghai et nous accueillons en ce moment sa 7e édition. Et le thème de cette année est Nouvelle ère, avenir partagé. Donc la CIIE représente un engagement fort de la Chine en faveur du libre-échange et de la coopération internationale. Et c'est une façon pour la Chine de montrer sa volonté de rester ouverte aux échanges et aux investissements. Et concrètement, la CIIE est divisée en plusieurs parties. Par exemple, l'exposition nationale, où les pays, surtout les pays invités et les organisations internationales, peuvent montrer leurs atouts dans les pavillons nationaux. Il y a aussi l'exposition commerciale, qui est une plateforme importante qui permet aux entreprises étrangères de présenter leurs produits dans cet événement. Et en même temps, il y aura aussi un forum économique qui se tient en parallèle, sans oublier d'autres activités propices aux échanges. Donc c'est un événement qui illustre bien l'ouverture de la Chine sur le monde. Merci, c'est très très intéressant. On le sait, l'exposition existe depuis 2018, c'est la 7e édition. Quels sont les grands succès que vous retenez de ces dernières éditions ? Tout à fait. Depuis sa première édition en 2018, la CIIE a beaucoup évolué et on a observé beaucoup de succès. Par exemple, un nombre croissant d'exposants et de visiteurs chaque année. Et les entreprises qui y participent proviennent de secteurs de plus en plus variés. Et chaque année, l'événement élargit également ses zones d'exposition et ajoute de nouveaux thèmes pour répondre aux besoins du marché mondial. Et au total, les 6 premières éditions de la CIIE ont vu le lancement de près de 2500 nouveaux produits, technologies et services avec un volume d'affaires cumulé de plus de 420 milliards de dollars. Monsieur De Witt, je me tourne vers vous. Quelles sont les entreprises européennes et surtout les entreprises belges qui réussissent à bien exporter en Chine, qui ont pu tirer profit de la CIIE, l'exposition internationale d'importation en Chine ? Je pense par exemple à notre créateur chocolatier bien connu, Galère, qui était présent lors des éditions précédentes et aujourd'hui qui exporte pas mal sur le territoire chinois. Eh bien, il y a toutes sortes d'entreprises. Il y a à la fois des grandes entreprises, je pense à Solvay, je pense à Bekaert, je pense à Barco, par exemple, qui sont là depuis de nombreuses années et qui ont développé de très importantes activités en Chine. Mais nous avons aussi pas mal de PME, de petites et moyennes entreprises, qui sont, je dirais, actives en Chine. Ce sont des petites et moyennes entreprises de différents secteurs, et on pourra y revenir, mais qui, je dirais, ont des particularités d'avoir des produits bien spécifiques qui peuvent, je dirais, attirer la clientèle chinoise. Je pense que
le temps est passé où, il y a 40 ans, certains s'étaient dit « mais je vais importer des balles de ping-pong en Chine parce qu'on joue beaucoup au ping-pong » pour découvrir que finalement, ils produisaient déjà des balles de ping-pong et beaucoup mieux. Ici, on l'a dans des domaines, par exemple le MedTech, les nouvelles technologies dans la matière de médecine notamment. Nous avons par exemple la société IBA qui construit des cyclotrons et qui vend pas mal en Chine par exemple. Monsieur Yongsheng, quels sont les pays qui ont le plus de succès pour exporter vers le marché chinois? Et alors, c'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Quels seraient ceux qui auraient un bon potentiel pour le faire dans l'avenir? Oui, merci de votre question. Mais en gros, l'UE, l'Union européenne, c'est un partenaire très important, un partenaire clé pour la Chine. Souvent, l'UE garde toujours sa place du premier partenaire commercial avec la Chine, mais bon, dans certaines années, c'est l'ASEAN qui l'a remplacé. Mais pour les différents pays membres, États membres de l'Union européenne, je n'entre pas dans les détails. Surtout, nous avons déjà des amis européens ici, là, vous connaissez mieux que moi. Moi, je voudrais juste dire que enfin, pour moi, c'est surtout les pays qui sont de la culture nordique, de la culture germanique, qui ont plus de performance, qui sont les meilleurs élèves dans ce domaine. Par exemple, l'Allemagne fédérale, par exemple la Belgique, par exemple les Pays-Bas, vous voyez tout ça, tous ces pays, ce sont vraiment de bons élèves. Alors, par contre, les pays de la culture latine, alors, dont la France, alors là, c'est, vous voyez, il faut nuancer un peu, parce que entre l'Allemagne fédérale, souvent, c'est-à-dire pour les transactions commerciales annuelles, se varie entre 250 milliards d'euros et 300 milliards d'euros. Alors, entre la France et la Chine, c'est souvent aux alentours de 80 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est divisé par 3, quoi. Donc, c'est différent. Donc, c'est pour ces pays-là, on doit faire plus d'efforts. Bien sûr, pour le bloc de l'Est, de l'ancien pays de l'Est, ils sont en progrès rapide. Ils ont bien sûr plus de potentiel, c'est sûr. Alors, Monsieur De Witt, on vient de l'entendre avec Monsieur Yongsheng. Les entreprises belges sont des bons élèves. La Belgique est un bon élève. Est-ce que vous pouvez nous citer des entreprises belges qui étaient présentes aux éditions précédentes de la CIIE, l'Exposition internationale d'importation en Chine, et qui depuis lors exportent davantage sur le territoire chinois? Bien, vous avez des entreprises dans différents domaines. Dans le domaine du chocolat, on a vu par exemple Galère, mais on a vu Neos, on a vu Marcolini qui se sont présentés et qui ont développé pas mal d'activités sur le marché chinois. On a dans la matière de la logistique, le port d'Anvers et Bruges a toujours été présent, est présent encore cette année. Il faut d'ailleurs dire que cette année, c'est la plus importante présence belge au cours des 7 dernières années. Donc, ce qui montre l'intérêt de CIE pour nos entreprises. On a plus d'une 50aine d'entreprises présentes dans le domaine logistique, dans le domaine de la nourriture, de l'alimentation. AB InBev, qui est aussi un fleuron, je dirais encore belge, bien que multinational. Nous avons aussi dans le domaine pharmaceutique des entreprises comme, je dirais, UCB sont bien présentes aussi. Donc, je dirais la CIIE est une belle plateforme et je pense surtout à des petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises ont souvent leurs propres canaux de distribution en Chine. Par contre, pour les petites et moyennes entreprises,
entreprises, ça peut être plus difficile de pénétrer le marché chinois. Et des expositions comme la CIIE sont des opportunités uniques, je dirais, pour aborder le marché chinois. Et je terminerai en disant que les banques jouent un rôle important, et notamment les banques chinoises installées en Belgique comme la Banque de Chine ou la banque ICBC, qui ont des stands très importants lors de cette manifestation et qui ont également invité certains de leurs clients ici en Europe à être présents. Monsieur Neyss, je me tourne vers vous. Quelles sont les attentes concernant la participation des pays européens, en particulier la Belgique ? Je pense qu'il y a un déficit commercial structurel entre l'Europe et la Chine. Et cette plateforme propose quelque chose qui permet de compenser ça. Et ça, c'est quelque chose de très important si on veut atteindre l'équilibre. On y arrivera, je pense, tôt ou tard. Alors la Belgique, c'est quand même le champion mondial des exportations. Hein. Nous exportons une énorme proportion de notre PIB. Nous dépendons de nos exportations. Et donc, nous devons absolument être présents dans cette manifestation parce qu'elle ouvre des portes, elle ouvre une porte. Et ça ne suffit pas. Il faut, après avoir été là, après avoir manifesté son intérêt, il faut une certaine assiduité quand même. Le marché chinois est énorme, gigantesque et croît de manière importante chaque année, mais ce n'est pas un marché facile. Donc je pense qu'il faut être là, il faut être présent dans cette foire énorme, extraordinaire, de dimension chinoise. Il faut y être, mais il faut aussi il faut de la continuité. Et je suis très content de voir que la Belgique est là. Je suis content de voir aussi qu'elle est présente par son pôle logistique, qu'elle est présente par son pôle alimentaire, tout ce qui est food processing, qu'elle est présente par son industrie pharmaceutique. Quel regard vous portez sur cette initiative en faveur de la mondialisation ? Vaste question. Mais moi, je suis très inquiet de voir ce qui s'est passé avec Covid. Hein. On parle de déglobalisation aujourd'hui. Je pense que les pays européens se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants dans un certain nombre de produits qui se sont avérés essentiels pour faire face à l'épidémie du Covid. Et je pense que le réflexe a été de dire il faut relocaliser en Europe. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, en fait. Je pense que nous devons absolument trouver un moyen d'assurer une nouvelle interdépendance et surtout parce que nous sommes en face d'un défi colossal qui est celui de l'écologie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de déglobalisation alors que nous devons tous nous mettre ensemble pour faire face à cet énorme défi qui est sans doute l'effondrement de notre écosystème global. Donc, vous savez, le business a toujours été un moteur dans la relation entre l'Europe et la Chine. Le fait que la Chine insiste sur le maintien de cette mondialisation m'apparaît salutaire et intéressant. Monsieur De Witt, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu aux consommateurs chinois. On l'a vu dans le reportage, on a des consommateurs qui ont envie d'élever leur niveau de vie, qui ont envie d'avoir des marchandises plus diversifiées à leur portée. Justement, quels sont les besoins des consommateurs chinois par rapport aux marchandises européennes ? Quelles sont leurs attentes ? Alors, je crois que quand vous parlez de consommateurs chinois,
parlons essentiellement de la classe moyenne urbaine. Il y a de nombreuses villes, évidemment, en Chine. La classe moyenne fait à peu près 400 millions de personnes. C'est donc un marché, je dirais, aussi grand que l'Europe, puisque à cette échelle-là. Et on voit que cette classe moyenne est avide de produits étrangers. Pourquoi ? Pour leur qualité. Il faut donc des produits de qualité. N'allons pas essayer de refiler des marchandises dont on ne voudrait pas nous-mêmes. Au contraire, c'est une clientèle exigeante. Clientèle exigeante, on le voit par exemple dans les produits de luxe. LVMH en France a des ventes très importantes en Chine. On le voit aussi, par exemple, dans les matières alimentaires. Il y a une recherche, par exemple, de produits comme les bières artisanales qui maintenant se vendent bien dans pas mal de villes chinoises. Et la Belgique est un peu championne dans la matière. Les chocolats, on en a parlé. Nous avons aussi des produits pharmaceutiques très spécifiques qui trouvent également leur place sur le marché chinois. Et pour parler aussi, nos exportateurs de porc. La viande de porc est évidemment fort consommée en Chine. Lorsque notre Premier ministre est allé en Chine au mois de janvier, il a annoncé l'ouverture du marché chinois à nos exportateurs de porc. Et c'est un marché très important parce que on sait que nos produits sont de qualité et donc fort recherchés. Madame Mengu, comment se démarque finalement la CIIE par rapport aux autres grands salons internationaux ? C'est quoi ses caractéristiques ? La CIIE se distingue des autres salons internationaux par plusieurs aspects. Tout d'abord, elle met l'accent sur les importations, ce qui est assez unique. Beaucoup d'autres foires internationales portent plutôt sur les exportations. Donc l'idée est de donner aux pays et aux entreprises, grands ou petits, l'opportunité de présenter leurs produits et leurs charmes sur le vaste marché chinois. Et ensuite, il y a un soutien gouvernemental très fort derrière la CIIE, ce qui a renforcé sa crédibilité et attiré des exposants de premier plan. Et on trouve aussi une grande diversité avec des participants venant de tous les continents, et ce qui a enrichi les échanges non seulement économiques, mais aussi culturels. Et il y a une zone d'exposition spéciale cette année pour les résultats de recherche les plus innovants. C'est la section innovation et incubation. Donc cette année, le focus est sur l'économie numérique, le développement à faible émission de carbone, les sciences de la vie et les technologies de fabrication. Monsieur De Witt et Monsieur Nys, l'année prochaine, nous aurons un anniversaire important, le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Alors, quel regard vous portez tous les deux sur le développement des liens économiques Chine-Europe dans le futur ? Je vais peut-être ouvrir la question ici. Donc, les relations entre l'Union européenne et la Chine remontent effectivement à 1975, 75. À l'époque, l'Union européenne ne comptait que 9 membres, donc ça n'était pas vraiment quelque chose de très substantiel. Il a fallu attendre 2005 pour que la Chine décide de séparer son ambassade belge et d'engager une délégation spéciale pour l'Union européenne. On a conclu le partenariat stratégique qui a très bien fonctionné. Et depuis 2013, la relation a tendance quand même à se détériorer et à se relâcher. On est au plus bas dans la relation. Et je pense qu'il est essentiel qu'on dépasse ça. Et on doit le dépasser pour les questions environnementales. On ne peut pas continuer chacun de son côté à se battre pour essayer de renverser cette espèce de terrible machine qui est occupée à nous broyer complètement. Et puis voilà, moi je voudrais qu'on en revienne un peu à l'esprit du partenariat stratégique et qu'on se concentre sur la manière de coopérer, de se mettre ensemble pour sauver notre peau sur cette planète. Voilà, c'est...
Monsieur De Witt, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je vais tout à fait dans le sens de Patrick Nys. Nous sommes un peu à un tournant. Nous avons une nouvelle Commission européenne qui s'installe. Nous avons un nouveau Parlement européen. Et nous devons faire face à des défis immenses. Mais je pense qu'on doit tout faire pour favoriser le dialogue, pour favoriser une coopération. C'est le rôle aussi des chambres de commerce. Les chambres de commerce regroupent des entreprises des deux bords, essaient de faire mieux, je dirais, se connaître, par exemple, le marché chinois pour les entreprises belges ou le marché belge pour les entreprises chinoises. Donc je pense qu'on a un effort à faire pour essayer de mieux connaître l'autre, plutôt que de se dire « Ah non, je me méfie, je mets une barrière, et alors où est-ce que ça nous mène? Nulle part ». Absolument. Dernière question, Madame Mengu, elle est pour vous. La thématique de cette 7e édition, on en a parlé tout au début de l'émission, c'est Nouvelle ère, avenir partagé. C'est donc une exposition qui est tournée vers le futur. Comment est-ce que vous voyez la CIIE évoluer dans les années à venir? Alors déjà, pour cette édition en cours, on a constaté une participation plus importante et plus diversifiée que l'édition précédente. Et je pense que la CIIE va continuer à se développer et à s'adapter aux nouvelles tendances pour devenir un événement encore plus global. Donc, elle évoluera dans plusieurs domaines. Par exemple, elle sera marquée par un degré d'internalisation plus accru, une transformation numérique plus avancée, et elle va intégrer davantage les activités en ligne et hors ligne. Et en même temps, le gouvernement chinois va continuer à élaborer des politiques pour soutenir l'organisation de la CIIE, y compris des avantages fiscaux, des mesures de facilitation des échanges afin d'attirer plus d'exposants et d'acheteurs. Eh bien, on souhaite beaucoup de succès à cette édition de l'Exposition internationale d'importation en Chine. C'est ici que se termine cette émission. On se retrouve tout bientôt sur LN24.